Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il va être question de réagir à l'actualité de la semaine dernière avec deux hélicoptères, un Mi-24 et un Mi-8 biélorusse qui ont été filmés en train de survoler le territoire polonais, territoire qui appartient à l'alliance de l'OTAN. Ils ont pénétré en territoire polonais sur environ 3 km. Cela n'a pas duré plus de quelques minutes avant de faire demi-tour à droite et de repartir en Biélorusse, là où ils tenaient des entraînements avec le groupe de Wagner. Aujourd'hui, l'idée va donc être de parler un petit peu de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, un tout petit peu très rapidement des différents pays, deux hélicoptères, mais surtout, des survols non autorisés par des pays de l'OTAN du territoire soviétique de l'époque, ou russe maintenant, ou inversement. Et vous allez voir, ce n'est pas la première fois, et ça arrive dans les deux camps. Allez, jingle. Alors juste avant, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que veut dire Roger Ball à la fin du jingle. C'est l'officier d'appontage. C'était pour ma première qualification à l'appontage. C'était aux États-Unis sur T45. Mon premier appontage, c'était mon officier de chef de classe, qui était également LSO, officier d'appontage en nom américain, qui annonçait à la radio qu'il m'entendait bien, qu'il avait bien entendu mon annonce miroir réglementaire pour tout pilote qui veut se poser, qui va donner son numéro d'avion, qui va donner sa quantité de pétrole restante et surtout qui va informer les officiers d'appontage qu'il a un bon visuel sur l'optique d'appontage, la fameuse boule. Et pour me collationner qu'ils ont bien reçu ma communication, Roger Ball, j'ai bien compris Roger que tu as la boule, la référence pour l'appontage en visuel. Sur la chaîne, il y a des vidéos qui parlent de tout ça. De toute façon, on va revenir sur l'appontage dans des comptes rendus d'accidents bientôt. Allez, on attaque. La frontière Pologne-Biélorussie, elle a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années et juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à cause des migrants. Il y a un rapport du Human Rights Watch, Die Here or Go to Poland, Belarus and Poland's Shared Responsibility for Border Abuses. Donc c'est mourir aussi ou aller en Pologne. La responsabilité partagée dans les abus au niveau de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, donc qui est sorti ce rapport qui a maintenant quelques années, qui expose le côté violent des deux côtés, ce qui a amené des Polonais à s'autofinancer à hauteur de plus de 350 millions d'euros un mur, tout simplement, comme celui qu'on avait décrié à l'époque aux États-Unis, un mur de 187 km de long, 5,5 mètres de haut, qui a vocation à stopper le passage de migrants et là également qui est assez utile au vu des tensions. Il faut savoir que la frontière, c'est très proche à l'heure actuelle du tracé de l'ancienne frontière entre l'Union soviétique et la Pologne, la ligne de Curzon en 1919. Vous avez 12 points de passage, 4 pour les trains, le reste pour les voitures. La Pologne d'un côté, 38 millions d'habitants, 312 000 km². La Biélorussie de l'autre, beaucoup plus petit, 9,5 millions d'habitants, 207 000 km². Donc vous prenez la Pologne et la Biélorussie, ensemble ça fait grosso modo la surface de la France pour un petit peu moins d'habitants. L'armée biélorusse est assez petite, on parle de quelques dizaines de milliers d'hommes. L'armée polonaise est plein gaz, formée à l'américaine, à l'occidentale. Elle n'arrête pas de commander du matériel, elle a pour ambition de devenir une des plus grosses armées de terre, voire la plus grosse armée de terre d'Europe. Et il n'y a pas une semaine sans qu'ils annoncent des investissements français. Non, je déconne. Américains. Oui, forcément. On en reparlera. Toujours est-il, ils ont annoncé qu'ils allaient amasser plus d'hommes et également des hélicoptères de combat le long de cette frontière qui, d'après différentes sources, fait entre 398 km et 418 km, fonction de comment vous comptez. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des entraînements entre l'armée biélorusse et Wagner. Ils s'entraînent ensemble, notamment du côté du polygone du camp de Brecki. Le premier ministre polonais s'est également plaint et a fait une annonce disant que des militaires de Wagner essayaient de passer avec des migrants pour rentrer en Pologne et également qu'il y avait des filières où les militaires de Wagner aidaient les migrants à passer la frontière pour essayer de déstabiliser la Pologne. Dans tous les cas, au niveau des frontières, il faut revenir un petit peu aux bases. Je vous rappelle que la frontière, l'espace aérien vous appartient sur une frontière terrestre de verticale jusqu'au niveau 500, pile poil au-dessus de la ligne de frontière, c'est chez vous. Quand c'est en mer, on prolonge sur 22 km.
12 nautiques. Et donc, si un aéronef d'un autre pays arrive à moins de 12 nautiques de vos côtes, s'il traverse la ligne de frontière, il est chez vous. Il existe également des Air Defense Identification Zone, des ADIZ, des zones de détection et d'identification aérienne. Typiquement à Taïwan, il y en a une. Il faut savoir, c'est que cette zone, elle couvre par exemple la Chine continentale. Donc un avion qui décolle de Chine, qui est chez lui, en Chine, il va être considéré dans l'ADIZ. Il faut qu'il soit identifié par Taïwan pour que leur process aille bien. Donc ça n'a aucune valeur légale. C'est vraiment les 12 nautiques qui sont importants. Et en parlant des 12 nautiques ou du vertical du trait de frontière, en août 2020, un Mi-24 biélorusse avait déjà pénétré en Pologne. Il s'était apparemment perdu. Dans l'histoire de ces 60 dernières années, il y a eu une multitude de survols volontaires ou non d'un territoire non allié. Vous avez par exemple le cas de Korean Airlines 902. C'était un 707, il y a eu 2 décès quand même. Ils se sont fait intercepter et tirer dessus du côté de Mourmansk par du missile infrarouge. Ils sont posés en détresse sur un lac gelé, on pourra en reparler si vous voulez. Mais c'était un avion qui n'avait rien à faire au-dessus de l'Union soviétique, qui a été intercepté et abattu. Heureusement, il n'y a eu que 2 morts, si on peut le dire. Rebelote quelques années après, parce qu'on était le 20 avril 78, 5 ans après, 1er septembre 83, Korean Airlines 007, le call sign peut prêter à sourire, 269 morts, ce qui est beaucoup moins drôle. Du côté du Nil, nous sommes au nord du Japon. Et là, eh bien, survol non autorisé de l'Union soviétique, interception et ouverture du feu à chaque fois. Les soviets ont dit prendre le 707 ou le 747 pour des avions militaires. Je vous rappelle quand même, on n'est pas censé ouvrir le feu sur des civils comme ça. Si on remonte dans les archives, un MiG-23 en 1989 avait décollé, son pilote s'était éjecté, l'avion avait continué tout droit et avait fini par s'écraser en Belgique, tuant un adolescent au sol. On en a déjà parlé sur la chaîne. Il avait été intercepté par 2 avions de chasse américains qui avaient décidé de ne pas ouvrir le feu du fait du risque pour la population au sol. D'un autre côté, beaucoup plus récemment, un Sukhoi 24 russe en Syrie est passé du côté turc de la force. Il a survolé la frontière très peu de temps. Des F-16 turcs, membres de l'OTAN, ont donc décidé d'ouvrir le feu et ont abattu le Sukhoi 24 qui a perdu son pilote et également des forces spéciales lors de la récupération du personnel au sol, parce qu'au sol, il y avait des combattants adverses. Donc passer du mauvais côté de la frontière existe, c'est déjà fait, a déjà amené à des ouvertures du feu d'un côté comme de l'autre. Si on va un peu plus en Asie également, on en reparlera sur cette chaîne, il y a des tensions depuis des années entre l'Inde et le Pakistan. Pareil, il y a eu ouverture de feu d'un côté comme de l'autre, avec notamment récemment un pilote de MiG-21 indien qui se fait abattre au-dessus du Pakistan. Toujours est-il, mardi dernier, un Mi-24, un Mi-8. Mi-24, très connu, hélicoptère d'attaque. Mi-8, beaucoup plus dans une logique de transport, mais qui peut également tirer de la roquette. On va pas être sur de la roquette très guidée, mais qui a des petites capacités d'assaut. On a ce duo, ce qu'on appelle dans l'armée occidentale des MFFO, où vous avez des patrouilles mixtes qui vont permettre, comme ça, d'avoir plus de capteurs. Le Mi-24 va pouvoir mettre ses senseurs au service du Mi-8, va pouvoir faire un petit peu gunship, protéger la zone et par exemple encadrer une dépose de commando sur un axe précis. Ils sont en vol et je ne dirais pas qu'ils sont à très basse altitude. Les Polonais ont annoncé qu'ils avaient eu du mal à les détecter parce qu'ils étaient bas, qu'on soit clair. Là, ils sont en moyenne altitude pour des hélicos. Ils sont super hauts même pour des hélicos. Ils sont largement au-dessus de 1500 pieds. Le jour où des hélicos veulent vous attaquer, alors on a vu que les Russes ont tendance à voler trop haut, ce qui leur coûte beaucoup d'attrition. Les Ukrainiens, ils ont bien compris et c'est du vol tactique, c'est du très très bas, aussi bas que tu peux, ce qui rend la détection par des radars sol quasi impossible, ce qui nécessite d'avoir des SDCA, des systèmes de contrôle et détection aériens, donc par exemple des AWACS en l'air pour trouver les hélicoptères, ce qui est possible quand vous avez des radars en l'air, mais voilà, trouver un hélicoptère n'est jamais chose aisée, et là ça grouille un petit peu dans la zone à cause de la multiplicité des terrains d'entraînement proches de la frontière. Toujours est-il, il passe du mauvais côté de la frontière, à moyenne altitude, donc ils ne donnent pas l'impression de chercher à se cacher. Et après, quand on voit leur trajectoire, c'est un retour au plus court vers leur territoire. Si vous voulez mon avis, ça ressemble à de l'erreur de navigation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a déjà vu, grâce à des vidéos embarquées, à quoi ressemblait leur cockpit à ces pilotes-là. On n'est pas du tout sur la génération moderne, on n'a pas de moving map, on n'a pas du glass cockpit, on n'a pas beaucoup d'aide au pilotage. Là, si vous voyez un petit peu, on est retourné sur Flight Simulator dans la zone, il y a beaucoup de forêts, ça n'excuse absolument en rien, mais plus qu'une volonté de transgression,
ce qui est possible également, ça ressemble plus à une erreur de navigation. Maintenant, il ne faut pas exclure la volonté de transgression et de toute façon, le politique est censé donner des consignes à ses militaires et s'il ne veut prendre aucun risque d'un point de vue franchissement de la ligne, il est censé donner une buffer, donner une limite. Par exemple, quand des aéronefs occidentaux, on ne veut pas se rapprocher trop des 12 nautiques d'un pays, on va se dire, on va rajouter 20, 30, 40, 50, 60% de marge. Aucun pilote ne s'approche à, par exemple, je dis un chiffre au hasard, moins de 20 nautiques de la côte. Comme ça, vous avez de la marge et même si un pilote se loupe, il sera à 19 nautiques et non pas à 11 nautiques, ce qui va créer un incident diplomatique. Donc il y a toujours une volonté politique derrière. Donc il va être intéressant de voir dans le futur si les hélicoptères se rapprochent toujours proches de cette ligne ou si maintenant ils se prennent une grosse marge de manœuvre, ce qui voudrait dire qu'il y a une volonté politique de non-escalade de la part des Biélorusses. Ça, c'est un point important à surveiller dans les prochains mois. Si on entend parler d'un hélicoptère qui traverse, et ben là, c'est soit qu'ils apprennent pas de leurs erreurs, soit clairement qu'ils cherchent à rendre ces incursions communes et donc à forcer les Polonais ou l'OTAN à maintenir une présence de chasseurs ou d'hélicoptères d'interception quasi continue, ce qui va coûter du potentiel humain, mais également matériel et en plus pétrole à l'OTAN. Donc c'est également, ça peut être vu comme un moyen de forcer l'adversaire à mettre plus d'efforts en défense pour des raisons notamment politiques et donc eh bien à s'user en restant à faire des ronds avec une multitude d'aéronefs qui ne servent à rien vraiment tant qu'il n'y a pas d'agression, mais qui vont entamer le potentiel des armées. Ça coûte cher à l'adversaire pour pas grand-chose. C'est une tactique, une doctrine pour user, pour fatiguer l'adversaire potentiel. Donc résumons un petit peu tout ça. 2 hélicoptères, une patrouille mixte qui passe à 3 km de la frontière du mauvais côté. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'aéronautique. Il y a déjà eu des avions abattus pour moins que ça, par les soviétiques contre des avions civils, par les Turcs membres de l'OTAN contre les aéronefs russes, c'était en 2015, et c'est déjà arrivé dans d'autres pays également, où à chaque fois, ça ouvre le feu. Et il y a également des mordages, si on peut dire, sans ouverture du feu. Ça arrive de temps en temps dans la région du Nord, notamment quand les aéronefs russes rejoignent Kaliningrad. C'est une exclave qui n'est pas facile d'accès et sur une heure de navigation, ça peut arriver que l'on morde. On a vu plus récemment avec un Sukhoi 25 du côté de la RDC, au Congo également, que ça peut vite mal se passer. Volonté politique, on le saura seulement si ça re-arrive dans les prochaines semaines, auquel cas ça montre clairement une volonté de déplacement de la norme, avec pour objectif d'augmenter une posture défensive et donc de consommer du potentiel chez les Polonais. Erreur des pilotes, auquel cas maintenant ils vont moins se rapprocher, on ne verra pas d'autres franchissements de frontières dans les prochains mois. Est-ce qu'ils auraient dû être abattus? On en revient toujours à la problématique que je développe dans Au-delà de l'Ukraine. Défendre un territoire n'est pas facile, ils ont très peu mordu, ils sont restés très peu de temps en territoire polonais. Si vous voulez défendre une zone, vous devez avoir du recul par rapport à cette zone-là. Et même si vous voulez ouvrir le feu, le temps de vol du missile, si votre chasseur ou votre système solaire est assez loin de la zone, ce qui est logique, si vous voulez pas que votre système solaire ou votre chasseur se fasse attaquer en cas d'assaut soudain de l'adversaire, son temps de vol du missile sera supérieur au temps que les hélicoptères biélorusses sont restés en Pologne. Donc il faut pas crier au scandale trop rapidement, c'est un souci diplomatique, un souci politique et ça montre bien, ça rappelle que Russie comme OTAN, des deux côtés, les frontières sont forcément par conception perméables. Néanmoins, il faut toute une structure et il existe une structure dans la profondeur pour défendre, mais forcément ce n'est pas magique comme dans les films, ça n'arrive pas instantanément. Sinon, ça serait au coût de gigantesques budgets de défense, d'une multitude incroyable de systèmes solaires et surtout, ça augmenterait les chances d'un tir fratricide ou d'une mauvaise utilisation de ces défenses. On l'a vu en Iran avec un 737 qui a été abattu par des systèmes solaires iraniens qui étaient en posture défensive face aux Américains. Donc il y a toujours un juste milieu. Ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire, fait partie des aléas de la protection d'un territoire. Quelques minutes dans vos zones, c'était détecté, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, il est probable que les Polonais augmentent leur posture défensive, mettent de plus en plus d'avions radars, essayent de surveiller le plus possible et vont essayer, si ça arrive de nouveau, d'envoyer des intercepteurs rapidement. Mais j'insiste, si un hélicoptère s'aventure 2-3 minutes dans votre territoire, ça va vous demander d'anticiper, de commencer votre interception avant même que cette frontière soit franchie.
Et ce n'est pas facile, mais on n'a jamais dit que protéger un territoire était une tâche aisée. Je vous rappelle qu'en France, on a la PPS, posture permanente de sécurité. Si quelqu'un rentre dans le territoire français, il sera intercepté par du Rafale ou du Mirage 2000 ou des hélicoptères. Mais là, encore une fois, il faudra le temps que l'avion décolle, fasse son interception, et donc il est probable que l'avion puisse pénétrer. On l'a vu avec un avion léger qui était rentré, qui avait survolé la rade de Toulon. Il a été intercepté. Le pilote a été arrêté par les gendarmes une fois au sol, mais il faut un petit temps pour que cette interception puisse se faire, que ce soit par la géométrie ou par les délais de réaction tout simplement. Donc en résumé, voilà, il n'y a pas mort d'homme, à surveiller. J'espère que vous avez appris une chose ou deux, notamment sur le fait qu'il y a déjà eu des avions détruits dans des cas similaires. Et si, dans le futur, un nouvel événement de ce genre devait arriver et qu'il y avait ouverture du feu, il est très peu probable que cela engendre une escalade en Troisième Guerre mondiale, dans la mesure où on l'a vu déjà par le passé en 2015, quand les Turcs ont abattu le Sukhoi 24 qui avait violé leur espace aérien, les Russes ont, comme on dit dans l'aviation, dit copy kill, et ça s'est réglé de manière diplomatique derrière, ça n'a pas été la Troisième Guerre mondiale. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Vendredi, sauf actualité chaude, on devrait parler des différents cursus pour devenir pilote. Allez, salut.